Bonjour, Demonstration Agrofiatis. Merci beaucoup. Nous sommes, comme on dit, au marché de la poésie, 41e édition. Nous sommes à côté du marché de la poésie et Saint-Sulpice. Aujourd'hui, c'est 21 juin 2024. Donc, tu es venu avec de nouveaux livres. Donc, tu veux nous dire ces poèmes. Alors, ça s'appelle une abécédaire handmade Greek abécédaire. Donc, tu veux nous expliquer? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de la musique. Oui, alors, fête de la musique. Voilà, je dois faire ça avec la musique. Bien sûr. Mais oui, je vais essayer de mettre un peu la musique dans mon discours. Oui. Alors, ça, c'est un livre, le titre en anglais, c'est Handmade Greek Ambassadry. En français, ça sera un ambassadeur grec fait à la main. Alors, il y a plein de théories pour l'origine de l'alphabet, l'invention des abécédaires et tout ça. Évidemment, il y a des théories anthropologiques, linguistiques. Dans chaque théorie linguistique, il y a des écoles linguistiques. Alors, il y a plein de livres, plein de spécialistes qui analysent les phénomènes. Alors, il y a toujours une petite question, est-ce que la poésie visuelle ou la poésie en général est-elle capable de dire quelque chose sur l'origine des lettres? Et surtout, dans mon cas, parce que je suis grec, l'alphabet grec. Alors j'ai dit, oui, c'est possible, parce que si on arrive à utiliser les doigts, par exemple ici, c'est les doigts, comme ça, on peut créer la lettre A. Ici, avec des objets aussi, on trouve la forme de A. Alors, je fais l'hypothèse, je fais la proposition d'accepter une origine poétique des lettres. Et c'est la lettre A, ça signifie A, mais toujours avec les doigts et les objets. Comme ça. A, c'est vita. Ici, vita, et aussi gamma. Gamma, avec un objet et avec les doigts toujours. Delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Kappa, lambda, mi, ni, xi, oh, pi, ro, sigma, taf, ypsilon, Phi, hi, et psi, et oméga. C'est entre A et oméga. Et ça devient un peu religieux parce que, pour ne pas dire Dieu, les gens disent entre A et oméga parce que c'est entre les alpha et oméga, c'est le monde. Et selon les chrétiens, c'est le Dieu qui a fait le monde, et c'est Alpha Oméga. Alors, ce sont des photos de Polaroid. C'est moi qui a fait des... Alors, chaque fois, je fais une mise en scène avec mes doigts comme ça, et j'ai une Polaroid. Dès que j'arrive à faire tout ça, clac. Alors, cela signifie qu'il y a 24 Polaroid et 24 Polaroid pour 24 lettres d'alphabet grec. Oui. Et tout ça, il y a une présentation ici, mais évidemment, avec le même matériel, j'ai déjà fait une exposition, les Polaroids. Ici, maintenant, il se trouve sur un livre, et j'ai fait, par exemple, une publication dans une revue artistique au Corée du Sud. Super. C'était un numéro spécial sur les questions de l'alphabet, et tout ça, et on m'a demandé que je publie tout ça. Une publication magnifique. Qu'il avait en même temps une histoire de la typographie, une histoire des lettres, etc. Et ça, c'est ça la technique derrière, c'est
la technique traditionnelle des Polaroid. Alors, c'est Merci. voilà, un ambassadeur pour l'alphabet grec, fait à la main, Mhm. et c'est possible, avec un esprit un peu performatif, on arrive de trouver une origine, évidemment, du point de vue scientifique. Oui. C'est faux, mais parfois le faux est plus vrai que le vrai. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et dis-moi, c'est depuis notre dernière rencontre, qu'est-ce que tu as fait poétiquement? Ah, c'est la. Alors, j'ai publié un livre sur. Alors, il y a mes œuvres complètes et sont publiées ici en France par la maison d'édition qui s'appelle La Rumeur Libre. Et après le tome 1, qui c'était mes œuvres précédentes, maintenant il y a le tome 2, et c'est tous mes poèmes que j'ai écrits au Japon, pour le Japon, et aussi j'ai fait des photos. Alors c'est un livre de 400 pages dans lequel il y a toutes les photos que j'ai fait au Japon, en noir et blanc, et tous les poèmes que j'ai écrits pendant mes 5 voyages au Japon. Ça c'est un travail énorme. Et alors je suis très content parce qu'il y a aussi un travail au niveau de mise en page, au niveau des graphismes. C'est un livre assez compliqué. Et je dois dire que je suis reconnaissant que Andrea Covella, l'éditeur, a vraiment dépensé beaucoup de son énergie et le temps pour faire les livres. Alors, en plus, j'ai fait un livre sur le Japon avec le titre Japon, miroir liquide. Et dans ce livre, je fais un effort d'approcher ce qu'on appelle la culture japonaise avec des essais, des photos, des dessins, tout ça, et des poèmes. Et c'est un effort pour montrer si entre la culture grecque ou la culture européenne et la culture japonaise, c'est possible d'imaginer une sorte de dialogue. Et j'appelle la culture japonaise un miroir. Mais ce n'est pas un miroir fixe, c'est un miroir liquide dans lequel c'est possible de retrouver mon image ou de trouver une image de l'Europe, mais ce sera une image qui n'est pas claire parce que ça sera transformé, métamorphosé et tout ça, d'où le terme de miroir liquide. Alors ce livre a été publié par des éditions L'Harmattan dans une collection qui s'appelle Esthétique. Alors, c'est parce que c'est une question, j'aborde 3 thèmes. C'est la question de japonité ou japonéité. Ça signifie la particularité de la culture japonaise. Ça signifie comment les étrangers regardent la culture japonaise et comment les Japonais eux-mêmes regardent leur propre culture. Parce que ce ne sont pas les mêmes regards tous les deux. Et il y a aussi des articles sur le cinéma japonais, parce que c'est intéressant de voir comment les cinéastes japonais utilisent un appareil technologique qui vient de l'Occident, le cinéma, pour montrer leur spécificité culturelle. Parce que là, il y a tout un petit problème, parce qu'on utilise un moyen qui vient de notre culture pour explorer sa propre culture. Ça pose quelques questions là. Et le 3e thème, c'est il y avait un grec, moitié grec, moitié irlandais. Son nom c'était Lafka de Hearn. Lafka de Hearn, il était au Japon à la fin du 19e siècle pour 14 ans. Il était une sorte de correspondant de Harper's Review de New York. Il a commencé à écrire sur la culture populaire japonaise. C'est pour la première fois, il a écrit tout ça en anglais évidemment, il était la première fois dans l'histoire qu'il avait l'hypothèse qu'il y a une culture populaire japonaise. Parce qu'ils disent qu'à cette époque-là, il y avait toujours la culture d'aristocrates, d'empereurs, et la culture des samouraïs. Et c'était cela, toute la vie, soi-disant, artistique ou culturelle, était autour de ces types culturels dominants. Les pauvres peuples n'avaient pas eu l'occasion de présenter sa propre production culturelle.
Et qu'est-ce qu'il a fait, Lafcadio Hearn? Il a écrit 12 livres. Il a présenté surtout cette culture populaire. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec une fille, qui était une fille d'un petit samouraï de campagne, une fille qui était divorcée. Et au Japon, une femme divorcée n'est rien, mais lui, il s'est marié avec elle. Il a appris le japonais et il a compris qu'il y a une richesse au niveau de la culture. C'est quoi? C'est des chansons, il y a des histoires, beaucoup d'histoires avec les fantômes, il y avait des poèmes, il y avait plein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hop, il a ramassé tout ça de ses livres et à la fin de sa vie, il a eu une idée que c'était possible de proposer une solution pour le monde. Il a dit oui, pour notre planète, il y a une solution. Si on met ensemble la culture grecque et la culture japonaise, on fait un mélange, et ça sera peut-être la seule solution pour sauver notre planète. Il a dit ça en 1904. Et en plus, il a dit que le futur de notre planète se trouve à l'océan Pacifique et pas à l'océan Atlantique. Mais il a dit ça en 1904. Hein? Maintenant, c'est une banalité énorme. Et maintenant, il y a un intérêt très profond pour ses écrits, parce que quand même, lui, il a saisi tous ces problèmes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Mm-hmm. Voilà, c'est ça le livre qui s'appelle Japon, miroir liquide. Super. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Alors, j'ai été invité il y a quelques mois de donner une conférence sur cette question. Alors, j'ai même un texte en français, je peux t'envoyer si tu veux. Mm-hmm. Alors, c'est une question intéressante, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a une sorte de découverte technologique, il y a toujours une sorte de période d'angoisse, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça pourrait donner. Il y a les gens qui sont un peu technophobes, qui rejettent. Il y a les autres technophiles, qui considèrent ça qu'il y aura une solution pour tous les problèmes. Il y a toujours ces deux extrêmes. On voit chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, il y a de... Alors, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne le système, qu'est-ce que ça donne, et quels sont vraiment les principes qui sont derrière l'intelligence artificielle. Parce que c'est la... alors, il y a l'hypothèse qu'avec l'intelligence artificielle, c'est possible de transformer tout de telle façon pour avoir à la fin une sorte de calcul. Il faut mesurer, que c'est possible de mettre toujours des chiffres, et c'est possible toujours d'avoir une logique 0-1 presque, parce que c'est tout le système, ça fonctionne avec cette logique, et c'est à la fin, c'est le texte, l'image, tout ça, c'est possible de calculer, de mesurer, de faire tout ça. Alors ça, c'est une hypothèse assez faible, parce que il y a toujours ce qu'on appelle l'expérience humaine, que c'est une expérience compliquée, où il y a plusieurs choses à la fois, parce que c'est l'imagination, il y a l'angoisse, il y a la force, et c'est la souffrance et tout ça. Mais le système d'intelligence artificielle est lié pas avec les réels pénibles, mais avec les manières que ces réels pénibles étaient déjà représentés. On cherche des images, on cherche des textes, et l'intelligence artificielle travaille avec ça, pas avec la matière première. La matière première, ça sera la joie ou la souffrance. Alors, il y a toujours un déplacement au niveau des matériels. Alors, de l'autre côté, c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle a la capacité d'exploiter toute la production, les livres, des textes qui sont déjà écrits. Parce que pour eux, c'est très facile, pas facile, mais possible de lire et faire une synthèse
Alors, on peut discuter comment cette synthèse se fait, à quelle logique et tout ça, mais c'est possible. Ça montre que c'est à la fin, on peut faire, par exemple, si on prend les textes, on arrive à la fin de faire un texte qui a une certaine cohérence, mais pas de pertinence. C'est ça, c'est notre histoire. Alors, je trouve que c'est un moyen intéressant parce que ça peut permettre de classifier les choses, de faire une sorte de synthèse, mais cette synthèse n'est pas suffisante, n'est pas pertinente, et c'est fait dans un autre niveau, parce que l'expérience humaine, c'est toujours déplacée. Alors, je ne suis pas très ou technophobe ou technophile, je crois que c'est une approche critique du mécanisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau scientifique, au niveau poétique, au niveau artistique? Scientifiques sont des scientifiques qui vont répondre. Au niveau poétique et au niveau artistique, je crois que c'est possible d'utiliser, mais surtout, c'est que c'est plus difficile, et c'est ça l'enjeu artistique, c'est d'avoir la capacité d'être critique des bases du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Cela signifie qu'il faut beaucoup travailler de comprendre comment ça fonctionne les systèmes, et être critique pour ces bases et pas dire voilà, j'utilise ça comme un appareil fermé. Je n'entre pas dans la logique, je n'entre pas dans l'appareil, j'utilise seulement l'appareil. Alors, s'il y a un projet artistique, ça sera, à mon avis, artistique dans la mesure qu'il est capable d'être très critique vis-à-vis même de cette opération qu'on appelle intelligence artificielle. Mais là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un problème, par exemple, on ne peut pas comparer avec n'importe quel progrès technologique et l'intelligence artificielle, parce qu'il y a ça se voit déjà d'ici, c'est comme on dit, une autonomie et de l'intelligence artificielle, déshumanisation de tout, de l'art aussi d'ailleurs, des sciences bien sûr, et en plus, en dehors de ça, pour le profit de qui? Ah, ok. Ça, c'est un autre problème, parce que quand même, c'est toujours la question qui possède le système, on a dit qui dirige 1984 en fait. Oui, qui dirige tout ça et pour quelles raisons. Et évidemment, il y a toujours la question, par exemple, on sait très bien que tous les systèmes d'intelligence artificielle vont permettre d'avoir des systèmes de surveillance sociale extrêmement sophistiqués. Ils vont arriver même de traverser notre cerveau. C'est une métaphore. Mais avec ces mécanismes, maintenant, ce n'est pas vraiment une sorte de suivi innocent des gens, ça sera quelque chose de très élaboré, très complexe, et avec un esprit totalitaire en même temps. Parce que ça sera possible, par exemple, si on arrive d'avoir toutes les lettres d'une personne qui était écrite par lui, par exemple, l'intelligence artificielle, ça pourrait lire tout ça avec une certaine vitesse et créer une sorte de modèle de quelqu'un à travers ses écrits. Avec ça, il peut être surveillé, contrôlé, manipulé à tous les niveaux. Alors ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, au niveau artistique, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrarier ça, pour critiquer, pour résister de ça? Alors ça, je n'ai pas une réponse simple, je peux faire pour moi-même, mais en général, je pourrais dire que pour les poètes et pour les artistes, ils doivent vraiment attaquer là où se trouvent les principes même de l'intelligence artificielle, et pas au niveau d'utilisation, pas au niveau fonctionnel, mais au niveau même de fondation de cette... Et ça, c'est extrêmement difficile, parce que comment connaître tout ça, parce que tout ça appartient aux sociétés privées, comment entrer de comprendre, parce que quand même, il y a toute l'histoire des algorithmes, qui possède l'algorithme, etc. Voilà ce qui est la... Oui, super.
Merci beaucoup. Merci bien.